L'actu à l'Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et on se retrouve comme chaque mois donc avec nos amis de l'association Ping qui s'intéressent aux questions liées au numérique et à l'impact qu'il peut avoir sur nos vies et sur nos sociétés. Je reçois ce midi Julien Bélanger. Bonjour Julien. Bonjour Julia. Tu es chargé de développement à l'association Ping et tu vas nous partager une réflexion que vous avez en ce moment avec tes collègues qui vous occupent l'esprit. Elle concerne cette réflexion, on va dire, la vision du futur qui nous est proposée, vision délivrée par des œuvres de science-fiction, un aperçu souvent plutôt apocalyptique, pessimiste. Et face à ce constat, vous proposez un biais pour remédier à cette ambiance morose, les tutoriels comme une façon de se rattacher à des choses plus simples et plus accessibles. Alors Julien, tu vas nous expliquer toute la réflexion que vous menez à ce sujet à Ping. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous ne faites pas le lien directement entre science-fiction et tuto, pas de panique. On va tout vous expliquer en commençant peut-être par ce terme justement de science-fiction. Qu'est-ce qu'il recouvre ? Alors c'est vrai que nous aussi, on mène un peu une enquête et une réflexion, donc on n'est pas directement, on n'a pas la solution, mais là c'est plutôt une hypothèse qu'on vous partage. Donc vous savez qu'on est une association un peu dinosaure à Ping, puisqu'on existe depuis pratiquement 20 ans, et donc du coup on peut parler un petit peu de science-fiction, puisqu'il y a des choses qu'on nous a annoncées il y a 20 ans, et on peut statuer ou non du fait que ça ait lieu. Et du coup, on est un peu baigné justement sur la question du numérique, sur des ouvrages plutôt papier, plutôt littéraires, en fait, des BD, des livres qui parlent justement de ce qui va nous arriver dans quelques années, ou des livres qui nous ont parlé de ce qui nous arrivera peut-être, etc. Et donc là, aujourd'hui, j'ai présenté pas mal d'ouvrages justement qui parlent de ces questions-là, et à Ping, on a lancé un peu un travail de contre-histoire finalement des technologies pour regarder un petit peu en arrière sur comment étaient annoncées ou pas, par exemple, cette utopie du numérique et cette utopie d'Internet. Donc là, c'est un peu le point de départ. J'ai 2 ouvrages devant moi que je montre à la caméra pour ceux qui verront la vidéo, mais vous, c'est compliqué. Bon, bref, Aux sources de l'utopie numérique, il y a un livre de Fred Turner qui raconte toute l'histoire de la contre-culture américaine, de la Silicon Valley et de la vraie histoire justement de ce mouvement-là. Et puis un autre livre un peu sur le même sujet qui s'appelle L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet de Félix Tréguer, et qui justement décortique un petit peu l'avènement des technologies. Donc on baigne un petit peu dans ces questions-là en ce moment, et bien évidemment, en fait, on est assez touché par la production assez énorme de fiction, de science-fiction en tout cas, qui en général traite de 2 sujets en parallèle, l'effondrement écologique et l'impact de la société technologisée, et du coup on va dire un monde surveillé, etc. Donc c'est deux sujets qui reviennent tout le temps. Et donc, en général, là, on est en 2021, et ben du coup, il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits il y a quelques années et qui parlent de ce qui nous arrive actuellement. Et du coup, on s'interroge un petit peu à Ping sur la production actuelle. On se rend bien compte, si on prend Black Mirror, la série pour ceux qui ne le connaissaient pas, on a plutôt l'impression que c'est un documentaire plutôt qu'une fiction, et du coup comment la fiction actuellement a du mal à se projeter sur un imaginaire qui serait autre que de détailler le monde merveilleux dans lequel on baigne. Oui, parce que je parlais d'une vision apocalyptique de notre futur proche ou lointain, mais en fait, effectivement, les œuvres qui sont produites et qui décrivent ce qui pourrait nous arriver traitent aussi de notre monde et de notre société actuellement. Alors tout à fait. Alors après, c'est toujours compliqué parce que souvent, peut-être qu'on va chercher uniquement les fictions qui correspondent au monde dans lequel on est. Donc là, j'ai ramené 2 exemples d'ouvrages, et forcément, on est allé les chercher en arrière parce que du coup, ça correspond à notre description de ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a un premier livre qui s'appelle La machine s'arrête de 1909 de Monsieur Foster, et qui parle d'un monde où on vit sous terre, où on est un petit peu, on sort plus de sa chambre, et on a des problèmes respiratoires, et on a des pièces dans sa maison où on n'est pas du tout, on ne reçoit pas de notification. Il y a quand même le mot notification, donc c'est assez étonnant. Alors voilà, en 1909, où les hommes ne se déplacent plus, mais font déplacer par exemple, l'air de Pékin vient chez soi, tout par vidéo, etc. Voilà. Donc ça correspond vraiment c'est un tout petit ouvrage qui est assez facile à lire et qui est assez drôle ou pas. Enfin voilà, bref. Donc c'était mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'était du coup un auteur qui est un peu plus connu, qui s'appelle John Brunner, qui est un des premières personnes à avoir fait de la fiction, on va dire, et qui a sorti un livre qui s'appelait Tous à Zanzibar, et qui parle de 2010, quoi. Du coup, c'est un livre de 1986, il me semble, ou 76, ou je sais plus. Enfin, il y a un 6 dedans. Ouais, voilà, il y a un 6 en tout cas dedans, et du coup, ça parle d'un univers où il y a un énormément d'humains sur Terre, où il y a une espèce d'anarchie globale qui
est généralisé. Et du coup, il y a un contrôle génétique draconien pour qu'on surveille un petit peu les déplacements des foules. Et puis, il y a des tensions sociales. Donc, du coup, on développe des médicaments pour que les gens n'aient plus envie de faire la révolution, etc. etc. Donc, voilà, il y a pas mal d'exemples. Et il y a un troisième exemple, j'avais dit 2, donc forcément, j'en présente 3. Un livre, du coup, tout récent, de Yannick Rumpala, qui analyse plutôt la production science-fiction, donc lui c'est pas de la fiction, et qui essaye d'aller voir comment du coup il y a eu des moments d'anticipation et du coup comment ça génère finalement une espèce d'éthique de l'anticipation, puisque du coup les gens qui font maintenant de la science-fiction, j'imagine, en tout cas, qu'ils doivent se sentir un petit peu tendus par rapport à ce qu'ils vont annoncer finalement. Et des ouvrages aujourd'hui de science-fiction qui forcément reflètent un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui et du coup des visions plutôt pessimistes. Vous pouvez aussi avoir une réflexion sur la création d'imaginaires, on va dire plutôt on va dire intéressant, plutôt optimiste. C'est aussi vers ça que se tournent certaines aujourd'hui maisons d'édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur des imaginaires plutôt désirable? Oui, alors dans 2-3 phrases, on va dire le mot tuto, restez avec nous, hein, mais on n'y est pas encore. Et du coup, c'est exactement du coup, la conclusion là, du livre dont je viens de parler après, c'était de montrer aussi que, par exemple, l'armée française a créé un dispositif qui s'appelle la Red Team, où du coup, ils s'entraînent à produire des imaginaires, donc à produire de la fiction, de la science-fiction. Et du coup, l'idée, c'est que nous aussi, individuellement, toi Julia, moi Julien, du coup, on se force un petit peu à imaginer un monde plutôt désirable, plutôt qu'un monde qui serait le simple reflet de ce qui est en train de se passer actuellement, empiré, on va dire. Et donc là, je voulais parler d'une maison d'édition nantaise qui s'appelle La Mer Salée et qui travaille beaucoup sur ces questions d'atelier d'écriture finalement et qui est portée par Sandrine Rodeau et qui du coup nous invite justement à reprendre un petit peu les mains, vous qui êtes un média associatif, vous voyez bien de quoi on veut parler, mais qui nous incite à pas laisser en fait finalement cette production littéraire en tout cas à tout le monde, enfin aux experts, et du coup qui l'ouvre au plus grand nombre, comme le permet finalement un peu l'utopie d'Internet, et qu'on puisse tous s'exprimer sur Internet. Alors c'est aussi l'idée justement de reprendre en main un petit peu notre monde actuel et monde futur, et c'est là qu'on en vient justement au tuto, ça y est. Exactement. Alors là, tout bascule parce que du coup, quand on fait de la fiction, on est obligé de se projeter en 2163. Alors que du coup, quand on veut conseiller à quelqu'un de bien pouvoir et de réussir à réparer son lave-vaisselle, du coup, c'est vraiment pour la semaine qui vient et pas dans les années à venir. Et donc, du coup, la pratique des tutoriels, c'est-à-dire utiliser un média, notamment en général la vidéo, pour expliquer rapidement quelque chose qui marche, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est quelque chose de positif, puisque du coup, c'est plutôt quelque chose qui marche plutôt que qui ne marche pas. C'est pour réparer, mais bon, bref. Et puis, c'est quelque chose qui est porté par les citoyens au sens très large. Après, on peut parler d'accès à ces outils-là, mais qui est plutôt des non-experts qui parlent à des non-experts, hein, et donc qui sont valorisés aussi par des commentaires, etc. Donc là, on revient sur une production peut-être plus petite, ouverte à plus de gens, et du coup, c'est comme ça, dans l'hypothèse de départ, qu'on s'est dit, est-ce que c'est pas une manière de se rapprocher, enfin de se raccrocher en tout cas, à un temps qui est un peu complexe à gérer actuellement, sur des temps plus courts plutôt que des temps plus prospectifs et plus à long terme. Et justement, en quoi le tutoriel qui, du coup, amène cette notion d'accessibilité, de faire soi-même, comment est-ce que le mécanisme du tutoriel nous permet ça? On peut rappeler que un tuto, ça va être une aide, sous quelle forme d'ailleurs en général? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment moi, en cherchant un tuto ou en produisant un, je vais justement remettre en avant ces notions d'accessibilité, de savoir-faire, de choses un petit peu plus proches de nous? Eh bien, du coup, il y a un magnifique site qui s'appelle WikiHow, qui est WIKI HOW, sur lequel vous pouvez taper animateur radio et on vous expliquera comment être un bon animateur radio. Et après, il y a des conseils, enfin, voilà. Et du coup, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est habitué au mode d'emploi, par exemple. Donc, les modes d'emploi, Ikea, enfin, voilà. On déploie quelque chose, c'est des schémas et des textes, mais là, c'est quelqu'un qui explique ça, finalement. Donc, un tuto, c'est la médiation d'un mode d'emploi à l'image en général ou alors par la voix de quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de faire quelque chose, enfin, de décrire quelque chose. Et donc, ce format assez court et qui te renvoie vers d'autres tutos. Donc c'est un peu l'usage habituel des réseaux sociaux, des recommandations, on va dire. Donc vous verrez qu'une fois que vous savez être animateur radio, on vous renvoie vers le tuto comment être prêtre ou hôtesse de l'air. Vous ne regarderez pas vous-même. Ou enfin bref, voilà. Ou rappeur. Bon, voilà, c'est des choses qui sont assez reliées. Et sur cette et en plus, il y a tout sur tout.
Ça, c'est-à-dire qu'il vous manque un tuto, vous cherchez et vous l'aurez la semaine d'après. Donc, on peut apprendre à braquer une banque, on peut apprendre à... C'est très varié. Voilà, il y a un magnifique... Un des plus beaux tutos que j'ai vu, mais qui n'est pas un tuto vidéo, c'est un collectif d'artistes à Londres qui ont fait des tutos, vous savez, dans les arrêts de bus, là, il y a les bannettes où on peut mettre de la pub, mais on ne peut pas mettre de la pub, justement. Et du coup, ils ont hacké le truc en mettant des modes d'emploi, comment ouvrir en fait ces dispositifs-là au même endroit. Donc voilà, c'est souvent un peu de second degré aussi dans les tutoriels. Alors peut-être pour finir, comment est-ce qu'on peut poursuivre un petit peu cette réflexion? Vous, à Ping, qu'est-ce que vous allez proposer sur ces thématiques? Eh ben, on est engagé là depuis cette année là sur une programmation liée à notre centre de ressources qui ressemble à énormément de livres. Où on invite des maisons d'édition en fait, à venir présenter leurs ouvrages. Et vous verrez quand vous viendrez à la prochaine rencontre qui a lieu le 16 novembre, je crois, qu'au sein même de nos bibliothèques, il y a à la fois de la science-fiction, à la fois l'intégralité des systèmes D. Vous voyez les magazines système D, comment faire un appareil à raclette de 56 à nos jours, je crois, ou 70, voilà. Mais en même temps des livres un peu plus artistiques, voilà, des choses comme ça. Donc nous, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis du coup, ça se traduit par une newsletter ressources le 16 novembre, un truc comme ça, où on fera un petit état des lieux de la fiction, de la science-fiction, et puis des ouvrages un peu plus méconnus peut-être. Et on présentera une exposition qui a eu lieu à Barcelone, qui s'appelle Ciencia Flexion, qui était programmée par Maria Petekaku et qui... un regard un peu critique sur ce que c'est les sciences aussi et comment on peut, du point de vue humain, être un peu moins au central finalement sur ces questions scientifiques. Et puis voilà, après, voilà, plein d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur l'activité de Ping et les actus? Je pense qu'on est pas mal là. On peut toujours aller sur le site de Ping pour se tenir au courant, bien sûr. Et oui, parce que du coup, Internet marche toujours, donc il n'y a vraiment pas de problème. Voilà de quoi donc poursuivre la réflexion. Puis nous, on mettra sur notre site aussi toute cette bibliographie, tous ces bouquins que vous venez de nous présenter. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. Et à bientôt. Au revoir. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.